nouvel épisode d'Eighties le podcast. Eighties le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons traiter d'un sujet très technologique, en l'occurrence la technologie des années 80. Pour ce nouvel épisode, je reçois aujourd'hui des personnes connues et des nouvelles personnes. Donc j'ai Imraj avec moi, Nico. Est-ce que ça va, messieurs ? Oh bah, parfaitement. Imraj est en stress apparemment. Ok, bon, est-ce que vous êtes prêts à accueillir un petit nouveau ? C'est qui ? Oui, qui c'est ? Eh ben, ses parents ont été mutés récemment vers chez nous, donc du coup, nous accueillons le petit Spades. Alors, Spades, est-ce que ça va ? Salut. Ça va très bien. Alors, Spades, Bonjour Spades. Bonjour Imraj. Tu es chroniqueur sur le multivers. Tout à fait. Voilà. C'est un site qui traite de toute l'activité culturelle. On parle aussi bien de cinéma que de jeux vidéo, que de bande dessinée. Je suis notamment l'un des spécialistes BD du site, quoi. Donc c'est vraiment en rapport avec le sujet du jour, quoi. Tout à fait. C'est pile poil. Ouais. Mais comme si on était obligé d'inviter des invités en rapport avec les sujets. Non, mais c'est parce qu'on les trouve sympas. Non mais attends. Justement, on ne fait pas comme les autres. On invite des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet. Tu sais bien. Bon, et écoute, comme les autres. Eh oui, évidemment. Bon, alors comme je le disais, on va parler un peu de technologie des années 80. Je tiens à préciser tout de suite, comme j'ai pu le faire lors de notre numéro sur le look des années 80, que nous n'allons pas pouvoir être exhaustifs concernant les objets et les technologies des années 80 évoquées. Nous avons fait le choix d'un objet et d'une technologie par chroniqueur. Et bien évidemment, nous attendons vos retours pour d'éventuels numéros 2, 3 et plus qui retraiteront de cette thématique, soit directement, soit dans d'autres podcasts. Voilà. Donc après avoir introduit un petit peu le sujet du jour, on va commencer par toi, Nico, et ta technologie sélectionnée, à savoir alors comment on dit ? Le baladeur ou le Walkman ? Alors moi j'ai appelé ça sur mes fiches le Walkman, mais c'est vrai que le terme officiel c'est le baladeur, parce que le Walkman en fait c'est une marque déposée. Eh ben écoute Nico, je propose qu'on s'écoute une petite pub avant que tu nous parles de ce merveilleux Walkman baladeur, appelons-le comme on veut. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Vous ne pouvez emporter votre chaîne stéréo ? Emportez votre baladeur cassette. Depuis 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux dans le bus, le métro ou la rue, casque aux oreilles et cassette en poche. Fanats de reggae, de jazz ou de hard rock, ils vivent dans leur musique. Pour les connaisseurs, le lecteur de cassette stéréophonique est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. Le Walkman, c'est disons la sensation de pouvoir se dégager de tout ce qui est autour de soi, de pouvoir écouter la musique, s'extérioriser en soi-même, être bien. Moi, je l'utilise souvent quand je travaille, quand je fais mes devoirs. Oui. Une invention qui enchante surtout les vendeurs, 1 million d'appareils vendus en France depuis 1 an et demi. Son prix, entre 800 et 1200 francs. Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant ? Walkman ou baladeur, en fait, c'est une simple question de nom de marque déposée, en fait. Walkman, c'est un mot qui a été inventé par le japonais Akio Morita, qui est le vice-président de Sony à l'époque, qui est reconnu comme l'inventeur de l'appareil Walkman, qui, selon la légende, voulait pouvoir écouter sa musique tout en jouant au golf, en fait. Il a demandé à ses ingénieurs de remédier à ce problème, et ils lui ont présenté donc le Walkman, qui sortira... Alors, techniquement, au Japon, c'est sorti le 1er juillet 79,
Mais on reste dans les 80s parce que en fait c'est sorti dans les années 80. J'ai pas trouvé la date exacte, mais clairement c'est sorti dans les années 80 et de toute façon c'est un gadget qui a vraiment pris son essor dans les années 80. Donc le Walkman, donc qu'est-ce que c'est ? Donc l'appareil consiste en un lecteur de cassette mobile alimenté par des piles, hein, donc c'est les fameuses LR6 qu'on essayait de piquer à nos parents dès qu'on avait l'occasion pour faire fonctionner le Game Boy ou le Walkman. Les AA donc. Les AA, ouais, les piles Duracell que tout le monde collait, quoi. On reste dans les 80s, quoi. Les piles, ouais. Ah, mais j'en ai toujours, moi j'ai plein d'appareils qui fonctionnent avec ça. Il me rage un Take-On-Me peut-être pour illustrer la pile, non ? De quoi ? Un Take-On-Me sur la pile AA, non Non. Ok, bon. Et j'avais pas le droit de faire ma blague tout à l'heure. Ok, bon, pardon, excusez-moi messieurs. Donc voilà, les piles. On a une prise mini jack pour brancher sur un casque ou plus rarement sur des enceintes, sachant que les casques, forcément, c'est pas les magnifiques casques intra-auriculaires qu'on a maintenant ou les gros casques style Dr. Dre, mais c'était des espèces de casques avec un petit arceau en métal très fin et des écouteurs avec de la mousse orange qui était pourrie, qui partait en lambeaux très très rapidement. Et sur l'espèce d'articulation surtout qui permettait d'agrandir le truc qui bloquait les cheveux. Enfin, tu sais, ça vous est jamais arrivé de vous bloquer des cheveux là-dedans ? Si. Oui. Et avec la petite pastille en colle pour bloquer, pour pas qu'il se barre complètement. Ouais. C'était bien sympa. On avait donc ce casque qui, personnellement, je changeais quasiment aussi souvent que mes piles. Parce que on avait des casques vraiment pourris à l'époque. Voilà. Et il y avait bien sûr deux options qui sont sorties au fur et à mesure de la technologie avançant. C'est la radio FM. Donc ça, c'était un simple tuner qui était intégré au Walkman, qui était assez intéressant parce que, comme je parlais des piles, la FM utilisait moins les piles que de faire tourner le moteur du truc. Alors quand on n'avait plus de piles pour écouter ces cassettes, on avait encore un petit quart d'heure de FM tranquille à écouter. Ah oui, on les usait à mort. Enfin, moi, je les usais à mort à l'époque. Et il y avait l'autre option que j'ai pas eu tout de suite non plus, c'était l'auto-reverse. Parce que à l'époque, une cassette, ça durait 60 minutes en entier, donc 30 minutes par face. Et donc, on était tout le temps, au bout de 6 chansons, il fallait ouvrir son Walkman, tourner la cassette, refermer son Walkman. Et là, avec l'auto-reverse, on pouvait ne plus toucher à son Walkman, le garder dans la poche pendant son jogging. Voilà. Je sais pas s'il y en a eu qui ont eu des recharges de blanc. Des quoi ? Tu sais, dans les autoradios, l'une des dernières évolutions pour la cassette, c'était ce qu'on appelait les recharges de blanc. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu avais envie de... C'était un peu comme passer à la piste suivante. C'est-à-dire que tu t'appuyais sur la touche et quand tu faisais accélérer, ça t'arrêtait dès qu'il y avait du blanc. Oui. Ce qu'on appelait la recharge de blanc. Oui, c'était une... Pour moi, c'est une technologie Philips, a priori, ce truc. Ouais. Et je sais pas si les Walkman Sony l'avaient, par contre. Je me souviens. Peut-être un brevet ou quelque chose. Pas. Effectivement, moi, j'ai pas eu de Walkman qui avait ça. Sur l'autoradio, c'était plus courant et même sur les chaînes IFI. Ouais, sur les Walkman, je l'ai pas vu. Mais certainement, parce qu'il y a des Walkman, il y en a jusqu'au début des années 2000 qui sortaient avec une qualité de son, quand j'ai fait mes recherches, qui était très, très, très élevée avec des nouvelles cassettes. Vraiment, ce genre et donc, toi, Nico, du coup, quel a été ton premier Walkman et de quelle marque ? Tu l'as gardé combien de temps ? Moi, mon premier Walkman, je me souviens plus quelle marque c'était. Par contre, je me souviens de mon premier Walkman Sony parce que j'ai été un peu traumatisé. Les Walkman Sony étaient notoirement beaucoup plus chers que les autres. Ça devait coûter un Walkman, ça devait coûter dans les 150-200 francs et un Walkman Sony, c'était pas en dessous de 350. Et donc mon Walkman Sony a duré 3 mois. Il était mort. Ouais. J'étais vert. J'étais dégoûté. Et donc du coup, j'ai mis longtemps à me racheter un Walkman Sony. J'ai acheté des Aiwa qui étaient plutôt pas mal, qui étaient pas chers et qui étaient assez robuste, jusqu'au jour où j'ai pu racheter à un pote son Walkman Sony Sports. Est-ce que vous vous souvenez du Walkman Sony Sports ? Non, absolument pas. Alors, le Walkman... C'est dingue quand même. Alors, le Walkman Sony Sport, vous l'avez déjà vu, c'est obligé. C'est un Walkman tout jaune, avec un espèce de gros hublot sur la face avant. Ah mais oui. Vous voyez la cassette sortir. Et en fait, il était waterproof, hein, c'est pour ça qu'il était sport, même si je déconseille les gens d'aller plonger dans l'eau avec ce machin. Mais a priori, il était vraiment... on pouvait le mettre dans l'eau. Surtout l'intérêt d'écouter de la musique dans l'eau, quoi.
tu sais jamais. Ouais. Dans les années 90, tu faisais des choses qui n'étaient pas forcément. Voilà, quoi. Non, et puis la mousse du casque, déjà que ça supportait pas la pluie, alors une piscine. Ah non, ouais, c'est pas faux. Peut-être le commandant Cousteau avait ça dans son machin, je ne sais pas. Dans son bonnet, ouais. Ouais, dans son un scaphandre, pardon. Et il était renforcé et il avait une espèce de fermeture spécifique. En fait, il se clipsait complètement. Il était assez classe et celui-là, il était vraiment robuste. Il a dû me durer au moins 2 ans. Ah ouais. Et je sais pas ce que j'en ai foutu parce que je l'ai pas retrouvé. Ah. Voilà. Et sinon, j'avais trouvé des petits trivia assez rigolos. Faut savoir donc Sony est connu comme l'inventeur du Walkman et en fait non. Depuis le début des années 80, en fait, il y a un Allemand qui s'appelle Andreas Pavel qui a fait un procès à Sony parce que Sony, inventeur du Walkman, machin truc. Et en fait, non. Récemment, le procès a été gagné. Je crois que c'était en 2008. Mais pourquoi il serait si tard Non, ça fait depuis les années 80 qu'il est en procès avec Sony. Sony fait traîner. Apple. Et Sony, voilà. Mais effectivement, l'histoire maintenant retiendra que c'est bien Andreas Pavel, un Allemand, qui a déposé un brevet pour un lecteur portatif de cassette audio avec la mini jack et tout. Apparemment, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste une bataille juridique qui a fait qu'il n'a pas réussi à faire valoir ses droits avant. Clairement, c'est lui. Et sinon, j'ai les noms alternatifs de l'époque, parce que Walkman, donc c'est une marque déposée. Et comme les gens voulaient pas appeler ça baladeur, il y a Toshiba qui a inventé le Walkie. Eux, ils sont passés à ça du procès, je pense aussi. Et le Cassette Boy d'Aiwa, qui est une espèce de mélange entre un Walkman et un Game Boy. Je pense que le type, il s'achète un Cassette Boy, il a vraiment l'impression d'avoir son futur entre les mains, quoi. J'ai trouvé ça assez énorme. Et vous aviez des souvenirs? C'est ce que j'allais dire, Imraj, ton premier Walkman. Tu vas te moquer de moi, mais j'ai pas souvenir de mon premier Walkman, mais honnêtement, j'ai dû en avoir plus d'une vingtaine. En tout. Et laisse-moi deviner, c'était dans un centre de vacances. Exactement. Avec des enfants qui oubliaient leur Walkman. Ah oui, non, mais en fait, j'ai testé toutes les marques possibles. J'ai eu du Sony, j'ai vraiment eu tout. Et en fait, vraiment, c'est pas que c'était un accessoire de mode, mais je pense que j'en prenais pas du tout soin et j'en ai pété plein. Et j'en ai eu à peu près autant que j'en ai pété, quoi. Voilà. Une sorte de labo Fnac avant l'heure, quoi. Et après, j'ai un souvenir assez clair de. Une fois, j'en ai acheté un, mais c'était un truc genre, vraiment la sous-marque de la sous-marque, et c'est un truc qui a dû me durer 4 jours, parce qu'on pouvait en acheter genre pour, je me souviens plus des prix, mais peut-être genre 50 francs, tu pouvais en acheter un, quoi. Voilà. Et il y avait à la des limite, de le casque était plus solide que le Walkman, quoi. Ah oui. Il y avait des gammes de prix, oui, je crois que même à la Fnac, ça commençait à 99 francs à l'époque. Et je pense que ça arrive à tout le monde aussi de péter la porte, la porte, le truc. J'allais y venir quand j'allais parler de mon premier Walkman. Mais vas-y, raconte-nous. Quand même, quoi, tu mettais ta cassette, tu l'enfonçais tant bien que mal, mais ça tenait, quoi. Oui, j'en avais un que je fermais avec du scotch, effectivement. Ah non, c'est... Après, il n'y avait pas que l'option scotch. Il y avait l'option, parce que, Spade, je me permets de passer devant toi. Je te demanderai après sur ton premier. Mais moi, j'ai eu pour ma profession de foi, on m'a offert en 1987. Et oui, t'étais né, Imraj. Le divin Walkman. Ça a mal se passer cette histoire. Je commence à en avoir assez. On m'a offert un Walkman Sony à cassette qui disposait d'une fonction effectivement auto-reverse. Et j'ai beaucoup joué avec le jour de ma communion et tout. Et en fait, je l'ai cassé le jour même. La porte, et j'ai fissuré le bas de la porte, et j'avais réussi avec de la glu à essayer de recoller le bas de la porte du Walkman. Ça fonctionnait assez bien. Le problème, c'est qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, ça devait peut-être chauffer un peu à l'intérieur ou je ne sais quoi. J'ai eu l'impression que ça avait fait fondre la colle, et du coup, ça a complètement bousillé mon baladeur Sony, qui au final a dû durer 4 mois. Voilà. Mais du coup, moi, je pense que c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Révélation. Sony, c'est de la camelote. J'en ai racheté un Sony que j'ai encore. Ah. Et oui, donc le nombre de trucs que je vois en vide-grenier, j'en ai jamais racheté un, quoi. Ouais. J'en ai récupéré un il y a pas très longtemps en vide-grenier. D'ailleurs, je l'ai sous les mains. Hop, je vous le fais
Est-ce que vous entendez le moteur qui tourne? Oui, j'ai déjà entendu, ouais. Voilà. Et il fonctionne vraiment parfaitement. C'est assez incroyable. Il est très laid. Je vous mettrai une photo si vous voulez. Et c'est vrai que c'est... alors, je ne sais pas si c'est nous qui n'en prenions pas très soin. Enfin, là, il est en parfait état de marche, sans problème. Et pareil, on fait pas mal de vide-grenier hein, et j'en vois régulièrement. Bah, c'est un truc qui vieillit assez bien. Celui que j'avais racheté, c'était un WM EX122. Parce que j'ai recherché, je l'ai retrouvé. Ouais. Et du coup, sur le dessus, il y avait une touche. Attention, accrochez-vous. Méga basse. Oui, c'était bon ça. Où tu pouvais faire on-off. Et là, attention. J'avais mieux. Ah, et ben J'avais justement. l'équaliseur en façade. Transition, Spades, ton baladeur, ton premier baladeur, tes souvenirs. Vas-y. Le premier baladeur, j'en ai pas trop de souvenirs, si ce n'est que bon, je suis d'origine portugais et quand on faisait les trajets pour aller au pays, c'était quand même 2 jours de route hein, pour y aller. Donc mes parents, pour pas que je les saoule, m'avaient acheté un baladeur. Donc le sac banane blindé de piles, parce que ça tenait pas non plus. Ça tenait pas terriblement non plus, hein, on va dire. Ah, il y avait un moutard à faire tourner, quoi. Ah oui, et donc ça me faisait tout le trajet, quoi. Mais j'ai surtout souvenir du deuxième et dernier baladeur que j'ai eu, qui m'a quand même tenu 7 ans, avant que je réussisse à le foutre en l'air. Joli. C'était donc un Philips avec un équaliseur en façade. Un son impeccable. Philips. Ah ouais. Parce que moi, je me souviens d'un Sony qui me faisait rêver avec des réglages bleus, là, où tu pourrais, avec les hertz, kilohertz et tout en façade. Bah c'est ça, ouais. Plus 10, moins 10, là. Mais que j'ai jamais eu, mais je savais pas que Philips en avait fait aussi. Ouais. Philips, c'était très bon. Celui que j'ai récupéré, c'est un Philips. Et moi, à l'époque, quand j'avais le choix, c'était soit Aiwa, soit Philips. Hein. C'était les 2 marques, pour moi, qui étaient très bonnes. Apparemment, Toshiba a fait du bon boulot aussi. C'était des bonnes marques. Ah ouais, non, il est incroyable, celui-là. Il m'a fait des années, quoi. Et donc, bien sûr, les cassettes à utiliser avec, les chrome, c'était quoi, ferro, je sais pas quoi. Il y avait toutes ces cassettes où j'ai jamais vraiment senti une quelconque différence, à part qu'elles étaient plus chères. Ça venait de ton appareil aussi, je pense. En fait, clairement, au niveau des recherches, effectivement, Sony apparemment avait la meilleure qualité de son et justement a été exploité justement ces ferro. Voilà, parce qu'il y avait des touches souvent sur les chaînes hi-fi où tu pouvais, voilà, tu t'appuyais sur fer, machin, voilà. Et puis on avait des casques de merde. C'est vrai que les casques, la qualité des casques, mais je sais encore valable maintenant, ça. Hein. Effectivement, il y a un peu de tout. Ouais, mais le truc marrant par rapport à maintenant, c'est que nous, quand on était jeunes, on essayait d'avoir le casque le plus discret possible pour pas se faire griller en cours, en règle générale. Oui. Puis maintenant, les gamins, ils ont des trucs, mais c'est monstrueux sur la tête, quoi. Ils ont limite la coupe de cheveux de la princesse Leia, donc. C'est les casques pour les chantiers, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, pour les mecs qui font le marteau-piqueur, ils mettent un casque comme ça, quoi. Non, mais aucune discrétion, c'est jeune. Le bout-vu-cul de l'oreillette dans la manche pour écouter de la musique discrètement. Ah oui. En cours, on l'a tous fait, je crois. J'avais une anecdote là-dessus aussi. Hein. Vas-y, dis-nous. Un pote à moi, donc on était au lycée, donc le type était métalleux dans son style, donc les cheveux jusqu'au ras des fesses. Il avait mis le casque comme ça, discrètement caché par ses cheveux. Il se serait jamais fait griller s'il n'avait pas gueulé sa chanson fort. Eh oui. Il a commencé à hurler Mr. Crowley de Ozzy Osbourne en plein milieu de cours, c'était impeccable pour pas se faire gueuler. Magnifique. Il le vivait trop, il s'est endormi en même temps. C'était magnifique. Bon, et du coup, Nico, alors, les évolutions, qu'est-ce que, au niveau du Walkman, du baladeur, est-ce que... Il y en a eu, enfin, maintenant, en fait, donc, faut savoir que la marque Walkman existe toujours, hein. Elle est toujours exploitée par Sony, avec son petit logo, avec ses petits points. Je sais pas si les points rouge-orange, là, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai eu excuse-moi, j'ai eu un téléphone portable Sony Walkman à un moment. Voilà, ils l'ont intégré à la plupart de leurs... jusqu'à Android, je crois. T'avais le logo Walkman. Donc Sony Ericsson, en fait. Les appareils Sony Ericsson, ouais. qui te permettaient d'écouter de la musique, en fait. Il y a eu donc toute une série de Man. De quoi? Il y a eu en fait, Sony a lié au début la marque Walkman au lecteur de cassette. D'accord. Et ensuite, en fait, ils ont fait le Discman pour les CD. Ils ont fait toute une série d'appareils en man. Et du coup, ils ont surtout fait le mini-disque. Est-ce que vous avez déjà eu un mini-disque? Le MD. Le MD. C'est un truc de bourgeois, ça. C'est un truc qui a bien marché au Japon, ça.
Ouais, tout à fait. Parce que bon, on va faire un petit historique assez rapidement. Après le Walkman, forcément, le CD est apparu et donc ils ont fait des Discman, hein, des lecteurs de CD portables. Personnellement, moi j'en ai eu un ou deux. Ça marchait pas très bien parce que on pouvait pas trop se balader en fait avec le lecteur laser. Dès qu'on marchait, en fait, le lecteur sautait. Ouais. Et c'était inaudible. Il y a eu des CD avec mémoire tampon ensuite qui sont sortis, mais en gros, tu avais ta mémoire tampon de 45 secondes et au bout d'une minute, ça sautait aussi. Donc pour allier l'aspect numérique du CD optique et le fait que ce soit stable, ils ont fait un mini-disque. Donc c'était un truc beaucoup plus robuste. Par contre, le mini-disque, fallait l'acheter. Il fallait acheter la platine mini-disque pour mettre sa musique sur mini-disque. Parce qu'on pouvait acheter des mini-disques dans le commerce, mais c'était très rare. Enfin, je me souviens pas en voir dans les boutiques à l'époque. Je sais pas si vous avez acheté des mini-disques pas vierges, on va dire. Non. Moi, j'en ai eu quelques-uns quand même. D'accord. Et ça se vendait à la Fnac ou enfin dans n'importe quel. Ouais, je crois que c'était à la Fnac que j'avais acheté ça, mais ça remonte à très longtemps, donc. Parce que et donc il fallait acheter une platine pour enregistrer, en sachant qu'il y avait certains mini-disques qui étaient aussi enregistreurs qu'on pouvait brancher sur une platine laser. Enfin bon, c'était très compliqué. Ensuite, il y a eu tout ce qui est baladeur numérique. Donc dans les baladeurs numériques, moi j'inclus tout ce qui était disque dur déguisé en baladeur numérique. Moi, j'ai eu un Arcos 20 Go pendant un moment. C'est comme c'est 2 fois plus gros qu'un disque dur mobile d'aujourd'hui, mais ça permettait d'écouter des MP3. Il y avait les clés USB, ça vous avez forcément eu des petites clés USB sur lesquelles on pouvait mettre des MP3, pareil. Avec un petit en USB. Ouais, c'était mignon ça. J'aimais bien, mais ça faisait 500 mégas, donc on pouvait mettre quoi, un podcast, 2 podcasts 80s et puis c'était rempli quoi. Et ensuite, il y a eu le fameux iPod qui a un peu révolutionné le truc en sachant que en apportant des grosses capacités de disque dur et ou du multimédia pour les iPod Touch. Et après, les téléphones portables aussi qui sont un peu l'évolution de l'iPod Touch, c'est-à-dire qu'on avait tous les téléphones, il suffisait de soit le brancher sur son PC, soit de mettre une carte SD dedans, et puis on avait toute la musique, ça faisait lecteur. C'est vrai que même si a priori le concept du baladeur numérique survit encore pas mal, malgré que le fait que les gens aient des smartphones, à mon avis, ça risque de disparaître assez vite parce que le smartphone fait office de lecteur, quoi. Ouais, va savoir avec Sony qui annonce un nouveau modèle de cassette audio. Voilà, ouais, mais c'est pour les données, ça, non? J'espère parce qu'ils annoncent qu'on peut stocker dessus 13 millions de chansons. S'il va falloir rembobiner ça, ça va prendre un moment. Surtout si la bande se défait surtout si la bande se défait puis qu'on doit y remettre au crayon comme avant. Ah ouais, voilà. Ouais, la mode est un éternel recommencement. Et oui. Ouais. C'est terrible. Mais c'est vrai que il y a un truc qu'on retrouve pas avec tout ce qui est MP3 machin. Et ça, c'est le côté l'objet cassette qui était universel. Donc, ta cassette, tu pouvais la mettre dans ton autoradio, dans ton Walkman, dans ta chaîne hi-fi. Et on l'a vu par exemple avec le film Gardien de la Galaxie, les mixtapes. Moi, je me souviens qu'avec mes potes, on se faisait, on s'échangeait, on enregistrait la radio, on s'échangeait des mixtapes très régulièrement. Enfin, moi, je sais que j'ai encore mes cassettes été 94, été 95, une compile qu'on s'était faite avec un pote et qu'on avait écouté en boucle. Donc, c'est vrai que ça, je trouve qu'on le perd un peu, on va dire. Et il y avait un côté organique avec le baladeur qu'on n'a plus aujourd'hui. Ouais. Et puis, on pouvait le faire soi-même très facilement. Mais voilà, et sauvegarder des petits trucs à droite à gauche. Enfin bon, c'était très sympa quoi. Écoute, on va pouvoir. Merci beaucoup Nico. Justement, tu nous parlais d'objets. On va passer sur Spades qui nous a choisi une technologie qui est en fait peut-être on peut l'appeler évolution de la cassette, à savoir le CD. On va peut-être s'écouter d'abord un extrait de l'album qui était fourni au Japon avec les premières chaînes CD, à savoir Billy Joel dans Honesty.
je t'en prie, parle-nous de cette magnifique galette. Donc le CD était une technologie qui a été créée en partenariat entre Philips et Sony. C'est à la base créé pour remplacer le disque vinyle. Donc le succès a été très très progressif. Les premières platines ont été vendues en octobre 82 au Japon avec ce fameux album 52nd Street de Billy Joel. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu des masses de CD pour permettre d'étendre l'offre. Surtout parce que beaucoup d'artistes voulaient pas travailler sur ce média-là, notamment David Bowie. Le premier gros succès, ça a été en 85 avec l'album Brother in Arms de Dire Straits, dont tout le monde connaît au moins le tube Money for Nothing. C'est cette chanson-là où il parle de four micro-ondes, là, c'est ça? Tout à fait. Eh oui. Qui a été écrit sur un coin de table dans un... Ouais. C'est écrit sur un coin de table dans un Ikea, en fait. Ah. Oh la vache. Il a regardé tout ce qu'il avait autour de lui, hop. Non, mais c'est quasiment ça. Ouais. Mais voilà, le truc, c'est que donc Mark Knopfler était persuadé de l'importance qu'allait prendre le CD et a soutenu le CD en sortant cet album, qui a quand même été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui devient très rare maintenant. Le CD, c'est donc un disque de 120 mm de diamètre et qui fait 74 minutes à la base. Vous savez pourquoi il fait cette durée-là? Il semble que c'est un morceau... c'est un truc de Beethoven, non? C'est ça. Oula. Tout à fait. C'est en fait le chef d'orchestre Herbert von Karajan qui a demandé à ce que ça fasse cette durée-là pour tenir la 9e symphonie, la version la plus lente qui existe. Exactement, voilà. C'était le plus long de l'époque ou... Qui existait à l'époque, ouais. C'était une version de 51, je crois, comme ça. D'accord. Mais le CD, vous savez comment ça marche ou pas? Oui, c'est un lecteur optique avec un laser qui le traverse. Voilà. Et en fait, le laser, il va taper dans une couche où il va y avoir des creux et des bosses. D'accord. Et c'est en fait le passage entre ces creux et ces bosses qui vont permettre de donner les infos en binaire. Un passage correspond à 1. Quand il n'y a pas de passage, c'est 0. Et le truc, c'est que tout ça va être transformé en signal audio numérique après grâce à un truc prévu par Sony. Le CD, ça a quand même mis du temps à démarrer, mais quand ça a démarré, ça a été très violent, quoi. Ça a complètement supplanté le vinyle pendant des années et des années. On a vu apparaître toutes formes de supports pour le CD, donc les autoradios CD, les baladeurs CD dont parlait Nico tout à l'heure. Les postes CD. Même si ça marchait pas, mais on a tous eu. Les postes CD. Les postes CD, tout à fait. Les postes CD cassette, ça c'était le combo ultime. Ah ouais, ça c'était terrible. Tu pouvais mettre tes CD sur cassette et puis comme ça tu pouvais te balader avec, c'était bien. Ouais. Puis si t'avais 2 lecteurs cassettes, tu pouvais en plus copier pour tes copains en même temps. Ouais. N'est-ce pas, hein, on l'a tous fait à l'époque. En même temps, si je le sortais, c'était que c'était légal. Et tout le monde se plaint du MP3, mais on le faisait déjà. N'empêche, c'était une belle époque, hein, la transition entre les deux, parce qu'effectivement, on passait quand même des cassettes au CD et vice-versa, c'était quand même assez sympa. Il y a eu la même entre les DVD et les VHS, en fait, où tu avais des trucs qui te proposaient lecteur VHS et graveur DVD. Et du coup, pareil, tu pouvais, alors sous réserve qu'il n'y ait pas de macrovision et de choses comme ça, mais tu pouvais du coup mettre sur DVD ta VHS en fait. C'est à chaque fois qu'il y a des changements de techno comme ça, il y a des appareils transitionnels pour faciliter le passage, pour que les gens qui ont encore des médias de la génération précédente puissent continuer à profiter de leurs films et tout en basculant peu à peu sur le nouveau média avant d'acheter un lecteur dédié. Surtout qu'au début, pendant les 10 premières années, les CD réinscriptibles n'existaient pas vraiment. Personne n'avait. Ah oui, c'était assez intéressant. Si tu voulais faire ta propre compile de musique ou quoi, t'étais obligé de passer par la cassette. C'est vrai que je pense que la cassette a vraiment été supplantée au moment où tu pouvais, de façon économiquement intéressante, mettre de la musique sur ton CD. Quoi. À mon avis, c'est plus ça, oui. Parce que l'importance de la cassette venait du fait qu'on pouvait la créer soi-même, ce qu'on pouvait pas faire avec un CD. En tout cas, on a pu le faire plus tard, mais à un prix... les premiers graveurs de CD, c'était horriblement cher. C'était de la folie, et puis le support CD était extrêmement cher par rapport à un support cassette. De toute façon, on n'a pas encore abordé ce fait, mais c'est valable pour toutes les technologies. C'est-à-dire que quand tu as une nouvelle technologie, ça coûte une fortune, et puis peu à peu, avec la démocratisation et la capacité des gens à industrialiser et à produire les pièces de moins en moins chères pour faire des lecteurs ou des objets technologiques, ça permet de réduire les coûts et donc de les proposer à des tarifs beaucoup plus bas. Tu prends la première platine CD, comme je disais, vendue au Japon. À mon avis, le prix, fallait pas compter moins de 3000 francs à l'époque, quoi. C'est quand même difficile à sortir quand t'es jeune.
Et surtout par rapport à l'époque. Et en plus, si c'est pour écouter du Billy Joel, je suis pas sûr que ça soit rentable comme offre commerciale. Ouais, mais c'était plus les parents. Moi, je sais que mon père avait acheté une des premières chaînes Philips qui faisait pareil. lecteur CD où il y avait carrément le meuble avec la platine tourne-disque 33 et 45 tours, et puis du coup avec le tuner, le lecteur cassette, et en bas le lecteur CD. Et mon frère avait ça aussi, donc. Voilà, et ça coûtait effectivement très très cher. Et le prix des CD eux-mêmes, donc enregistrés, c'est pareil, ça coûtait pour l'époque une fortune par rapport à la cassette, parce que c'est vrai qu'à l'époque, donc tout sortait et en cassette et en CD, et du coup, oui, c'était limite du simple au double, facile le tarif. Oui, dans mes souvenirs, c'était au moins le double, parce qu'une cassette audio, ça devait coûter dans les 40 francs. Moi, j'allais dire entre 150 et 200 francs pour le CD. J'aurais dit 150. Ouais, à peu près, ouais. Je sais qu'il y a eu très rapidement les offres promotionnelles de multi-CD pour moins de 100 francs. Mais à la base, ça devait être, je crois, 120 francs, 130 francs, un truc comme ça. Et moi, pareil, mon père avait acheté une des premières platines, et c'est marrant parce qu'il l'a gardée jusqu'en début 2000, a priori, parce que il a acheté cette platine milieu des années 80, 85, 86, et il l'utilisait encore dans le restaurant qu'il tenait avant de prendre sa retraite en 2003. Donc après, je sais pas si les platines qui sont sorties ensuite étaient aussi solides. Mon frère, sa platine Philips. Mon frère s'est acheté une Philips aussi en platine, donc en 87, il l'a acheté pour un peu plus de 2000 francs à l'époque. Elle tourne encore impeccablement, quoi. Et moi, mon père l'a acheté, mon père l'a jeté en déchetterie. Malheureusement, ça c'est pas cool. Malheureusement, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge. Il y a 2-3 ans, quoi. Et elle marchait encore. Voilà. Il en voulait un plus compact, non? Non, il trouvait surtout que ça prenait trop de place, et du coup, il écoutait très peu de CD. En plus, je lui avais offert un lecteur DVD qui du coup lisait les CD, donc je sais où vous allez faire hérésie et tout, parce qu'en termes de qualité de son, merci, au revoir. Et du coup, voilà, il a acheté sa chaîne Philips, donc j'avoue que je l'avais un peu mauvaise. Ouais, non, surtout que ça marche vraiment très bien, quoi. C'est très clair. Puis à l'époque, c'était une petite révolution. On a eu des fonctions qu'on n'avait jamais vues avant, le repeat. Oui. Et puis on pouvait la programmer. Moi pareil, c'est ce que j'allais dire. Il y avait des lumières vertes où tu pouvais dire telle piste. Exactement. C'était génial. Moi, ça m'a évité de me prendre des claques derrière la tête par mon frangin quand je changeais de chanson sur ses vinyles. Oui. Comme je disais, moi, sur le podcast Michael Jackson, j'avais flingué un diamant de mon père. 2, tu nous avais même dit, je crois. Mais 2, ouais. Et je pense qu'il a été quand même rassuré quand il a acheté sa platine CD, parce que voilà, ça c'était beaucoup plus simple à utiliser, quoi. Il suffisait de mettre le CD et puis ça marchait, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau de la simplicité d'utilisation et le fait que ce soit enfermé en fait dans l'appareil, ça risquait pas, permettait d'avoir un truc plus fiable, plus sécurisé quand tu avais des enfants. Bon, et toi Imraj, alors les enfants abandonnaient les chaînes IFI dans les centres de loisirs ou pas? Non, ça n'arrivait pas. Mais j'ai souvenir qu'on a eu vraiment les modèles tout en un, c'était des monoblocs, et puis après mon père avait acheté une chaîne où chaque élément était séparé, donc il y avait je m'y connais pas trop en sono, mais il y avait la partie principale où on réglait les sons, il y avait l'équaliseur et tout ça. L'ampli, voilà, pardon. Il y avait les 2 enceintes qui étaient bien séparées avec des fils interminables qui parcouraient tout le salon. Il y avait forcément le truc pour lire les cassettes et les CD évidemment, donc voilà, mais j'ai souvenir de ça. Je crois que c'était une Sony en plus, et ça devait valoir du pognon. J'ai jamais su combien ça lui a coûté, mais ça devait être un truc assez cher. Et puis après, forcément, un petit peu plus tard quand j'étais ado, donc c'était passé les années 80, mais forcément j'ai eu ma petite chaîne, le monobloc quoi. Voilà. Ah, ça c'était bien, ça, la mini chaîne. Ouais, mais c'était marrant, c'était cool, voilà. Et puis effectivement, moi je suis vraiment marqué pas tant par l'objet en soi, c'était vachement bien, mais j'ai vraiment un agréable souvenir de la transition, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on pense au CD, c'est une techno qui est innée chez nous, on a grandi avec ça, mais il y a quand même eu cette transition où on a eu à la fois les cassettes, à la fois les CD, et à la fois les vinyles. Faut pas les oublier aussi. Moi, c'est un petit peu moins, mais le retour surtout des vinyles, c'est ce que. En fait, c'est vrai qu'on avait le CD à la maison et la cassette c'était dans le Walkman et dans la voiture.
Et c'est les pas deux faux, technos ont quand même plutôt bien cohabité. Ouais, il y avait une synergie entre les deux, hein, vraiment. Voilà, le CD est pas arrivé et a fait disparaître complètement la cassette immédiatement. Contrairement des fois à certaines évolutions où vraiment il y a une techno qui prend cher à l'arrivée d'une nouvelle, quoi. Puis après, il y avait aussi les chargeurs de CD, quoi. Ouais. La chaîne, putain, mais la chaîne quelle avec horreur, ce la truc. chaîne avec le plateau 3 CD. Ah, Ouais. mais j'en ai eu une de celle-là. La Qui Aiwa, tournait, là, c'est qui... Vraiment de la daube, quoi. C'était horrible. C'était Ouais, horrible. mais nul. quand t'as le moteur qui pète, Voilà, la chaîne elle est c'est foutue, super. quoi. C'est super. Voilà. Mm. Et Il y puis, avait moi, la- Ce que j'aimais bien faire avec les chargeurs des copains, c'était mettre un CD tout pourri en plein milieu, quoi, qui faisait une surprise. La Ouais, bonne blague. c'est surtout que si t'en rentres un de travers, il se bloque, hein. Donc c'était vraiment... Enfin, il y avait certains modèles... Ah non, c'était très très. Enfin, quelque part, c'était une bonne idée dans L'idée, l'idée super, d'avoir un jukebox, machin, Ouais. tout ça. Mais en pratique, c'est. Je sais pas si les trucs étaient bas de gamme ou quoi, mais par exemple, j'ai jamais vu de chaîne Bose avec un multi-CD. Mm. Ça n'existe pas, quoi. Même avec un tiroir, c'est rare. Non, c'était Et des marques plus d'entrée de gamme, quoi. Des Ouais, Aiwa, ouais, je te dis, c'est choses des comme espèces ça. de trucs qui tournent dans tous les Ah. sens. C'était pas du haut de gamme, c'est clair. Bon, alors, Spades, du coup, l'évolution et la techno aujourd'hui, ce que c'est devenu, donc, du coup, L'intérêt du CD, c'était surtout la grande capacité de stockage, plus que le son. Ce qui fait qu'en fait, ça a permis de transiter sur beaucoup d'autres choses. Le CD-ROM pour le PC, qui est juste une évolution du CD, les jeux vidéo qui sont passés, consoles qui sont passées donc de la cartouche au CD avec notamment la PlayStation, qui est la console la plus connue avec CD. Le truc qui était génial, c'est que tu avais souvent donc le jeu qui tenait pas grand-chose et tout le reste c'était en fait C'était de la de musique. la vidéo, de la musique, Eh oui. des fois de la musique qui était écoutable sur ta platine. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, on peut presque dire que le DVD et le Blu-ray, c'est des héritiers du CD, même si les Ah bah technos oui, sont bien pas sûr, exactement les mêmes. Bah, c'est le même c'est le objet. même principe, hein. C'est juste le laser qui change, quoi. Après, c'est Mhm. vraiment le même principe. Puis il y a l'histoire des couches aussi. C'est surtout ça Ouais, aussi qui joue. c'est surtout ça. Ouais. Ouais, mais dans ta main, tu peux pas. Enfin, Ah bah non, tu t'en fais la pas, différence tu peux en le faire, oui, fraction mais- de la couche, mais c'est le même objet, quoi. Tu mets Voilà. un Blu-ray dans une boîte de CD sans problème. Voilà, mais le truc, c'est après, au niveau de l'évolution de la musique, comme on disait avec le baladeur, maintenant c'est surtout le MP3. Mais là, Imraj disait qu'à l'époque, dans les années 80, on faisait la transition CD à la maison et cassette dans le baladeur. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir le CD pour la maison et pour nos appareils mobiles, c'est plus du MP3, quoi. Ouais, l'album reste un objet qu'on a envie Malgré ce que d'avoir. Malgré ce que dit l'industrie de la musique, je pense qu'on a encore beaucoup à vouloir l'objet. Ah Ouais, tout à fait. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, moi j'ai un côté collectionneur, ultra collectionneur, même des fois un peu compulsif, mais je suis pas tant que ça attaché au CD. J'ai été beaucoup attaché un certain temps, mais c'est vrai que la musique dématérialisée, c'est quand même bien, quoi. Non, c'est super pratique, hein. Moi, j'achète souvent mes CD par Amazon. Mhm. Donc, quand tu achètes ton CD sur Amazon, en fait, tu as les MP3 qui est directement disponible pour l'écoute, quoi. Ouais, le temps. C'est- Ouais, ouais. Et bien. c'est vraiment génial, ça. C'est vrai, c'est une- Mais après, au niveau qualité, c'est pas non plus la même chose, quoi. Enfin, après, je me souviens qu'au niveau de la transition entre vinyle et CD, déjà, il y avait cette critique de dire c'est pas la même qualité que le vinyle, il n'y a pas la même profondeur de son et tout ça. Ah, C'est ça, vrai que c'est c'est- faux. En termes de qualité de son, le CD est meilleur que le Bah, vinyle. La différence, t'as c'est pas que le de vinyle, craquage et tout, voilà, c'est moins le chaud. vinyle, comme le ça. vinyle a une chaleur de son qui est beaucoup plus évidente. Voilà. Et entre Ah. le CD et le MP3, il y a quand même une petite différence Ah, ouvertement, qui oui. s'entend. Enfin, pour moi, j'écoute souvent ma musique sur un petit casque, sur un iPod, donc je m'en rends pas compte. Mais pour quelqu'un qui écoute ça sur une platine, je pense pas que sa bibliothèque iTunes peut lui remplacer sa bibliothèque CD. quoi. Pour un audiophile convaincu, oui, c'est clair que le CD est irremplaçable pour lui, quoi. Ah, je pense aussi. Ouais. C'est vrai. Déjà, faut pas oublier que le CD a été créé pour les audiophiles à la base. Mhm. Ce qui Oui. explique donc l'influence de Karajan sur la création du truc. Oui, il y avait une espèce de volonté de hi-fi à ce moment-là, surtout. Enfin, chez Philips et Sony, les deux marques qui font de la hi-fi à côté, qui est évidente. Non, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas un format CD HD ou quelque chose comme ça Si, en fait, c'est le SACD qui a été D'accord. créé. Et d'un autre côté, ils avaient créé le DVD audio. C'était donc
deux remplaçants pour le CD. En fait, aucune des deux n'a marché. D'accord, donc ouais. C'est aussi Pas simple que changer ça. de Donc, l'équipement. même pas spécialement, parce que le DVD audio est normalement audible directement sur une platine DVD. D'accord. Et la qualité de son, oui, est très supérieure à celle d'un CD de base. Mais simplement, personne n'a voulu changer le matériel, quoi. Bah, bien sûr, enfin, c'est ça qui est regrettable, c'est que souvent sur autant, bon, tu comprends de la VHS au DVD, changer de matériel, ça se comprend. Pareil de la cassette au CD. Par contre, quand t'as le même objet dans la main, c'est plus délicat, quoi. Et c'est vraiment dur de faire comprendre aux gens que pour le même objet, ils vont être obligés de changer de truc, quoi. Enfin, on n'est pas tous technophiles, quoi. Voilà. Mais le SACD, normalement, si je me rappelle bien, c'était un brevet de Sony. Vous pouvez l'écouter donc sur une platine dédiée avec un son HD, mais tu pouvais aussi l'écouter sur une platine normale avec un son normal, quoi. Ouais, d'accord. Mais à côté de ça, ça n'a pas du tout pris. Puis on a eu aussi les in-CD où ils rajoutaient en plus des clips vidéo qu'on pouvait voir sur PC. Voilà. C'est magnifique. Ça sent du Real Play ou du QuickTime Player ou je ne sais pas. Oh, c'était du QuickTime Player, oui, tout à fait. Bon. Alors après avoir parlé de cette technologie du CD, on va passer sur l'aspect photographie avec Imraj. Alors on va déjà commencer par s'écouter une petite pub du Polaroid qui reste un souvenir mythique au niveau des adeptes de photo. Souriez. Où est la photo? Il faut porter le film à développer. Alors pas de photo? Maman. La voilà, ta photo. Avec le Polaroid 1000, c'est si simple d'avoir de belles photos couleurs en quelques minutes. Super. Polaroid 1000, l'appareil le plus simple du monde. Le Polaroid, c'est vrai que c'est quand même un truc... Bon allez, Imraj, parle-nous de tout cela. Déjà, tu dis souvenir et c'est pas vraiment le cas, donc... si. Non, parce que un souvenir, enfin oui, si, on a du souvenir, mais tu parlais un peu trop au passé. Ah oui, je veux dire que c'est... Oui. Mais j'y reviendrai. Donc, faut savoir que Polaroid, c'est quand même pas que les années 1980, c'est plutôt 2/3 du XXe siècle, et donc c'est une société qui a été fondée par un inventeur génial en 1937 et qui a notamment développé des technologies polarisantes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui d'ailleurs. Et il a développé en 1948 la photographie instantanée avec des films monochromes et un procédé chimique révolutionnaire pour l'époque. Et en 63, il a présenté le Polacolor, donc un nouveau type de film qui cette fois-ci permet de faire des photos en couleur. Donc voilà, mais moi, personnellement, je me suis essentiellement tourné sur les années 80 parce que je trouve que c'est vraiment la période où Polaroid a peut-être produit le plus d'appareils et où ils ont vraiment touché le grand public énormément. À la base, il faut savoir que les Polaroid ont quand même été beaucoup utilisés dans le médical parce que justement, on avait des photos... Ah oui. Donc on avait des photos dans l'instant, on n'avait pas besoin de passer par un laboratoire. Et aussi beaucoup de photographes pros. Alors à l'époque, les photos d'identité notamment, c'était du Polaroid. Donc il y a des appareils aujourd'hui qu'on peut retrouver, des appareils qui font des photos d'identité. Et aussi pas mal de personnes en fait qui utilisaient ça pour faire des essais de luminosité avant de faire une photo avec un vrai appareil argentique. Donc voilà. Eh ben, petite anecdote, moi j'ai fait un peu de court-métrage au début des années 2000 et pour faire tout ce qui était repérage et tout ça, effectivement, on avait aussi des Polaroid. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Ouais. C'était le fait pour avoir une image rapidement avec un cadre et tout, clac, photo Polaroid et c'était fait. Tout à fait. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà du numérique. La police aussi, tu vois, le nombre d'applications, c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné la photo, quoi. Et c'est vraiment une des plus grosses évolutions qu'il y a pu y avoir en photographie à partir du milieu du XXe siècle, quoi. Donc voilà, et donc moi je retourne un petit peu quand même sur les années 80. Les années 80, il y a un gros succès au niveau de deux types de films. Donc il y a le film SX70 qui a donné le nom à des appareils de ce type-là. Et le film 600, où là, vraiment, c'est ce qui a... Alors, je sais pas pourquoi plutôt le 600 que le SX70, mais disons que la majorité des appareils qui sont sortis sont des films à type 600, qui sont foncièrement les mêmes, si ce n'est que le SX70 est un petit peu plus sensible à la lumière. Et donc, ces appareils, vous les connaissez, hein, c'est ces espèces de gros cubes avec un viseur derrière
et le flash qui se remonte. Donc là, moi, j'en ai un devant moi. Donc là, en fait, je vais pas gaspiller une photo, je suis pas masochiste, mais j'ai une vieille pellicule et qui ne marche pas. Pourquoi? Tu fais un selfie et puis on le vendra aux auditeurs, très cher. Non, c'est bizarre, hein, putain, ça aurait dû marcher, bordel. J'ai peut-être plus beaucoup de batterie. Il nous fait son Jérôme Bonaldi, là. Ouais. Comment ça Patrice Carmouze. Mon Patrice Carmouze. Voilà. Ouais. Si vous voulez, pour qu'un Polaroid fonctionne sans pile, il mettait une batterie dans la petite cassette. Et donc cette batterie, elle assure donc les fonctions principales de l'appareil, donc à savoir, alors pour les appareils à sonar, utiliser le sonar. Donc pour faire une mise au point, voilà, etc. Pour assurer le zoom et surtout pour assurer le moteur qui va expulser les photos. D'accord. Et plus on laisse une cassette dans un Polaroid, plus longtemps elle reste dans le Polaroid, forcément plus vite elle va se décharger. On n'a quand même pas une autonomie d'une pile énorme. C'est extrêmement petit, mais faut savoir quand même que tout est compris là-dedans. Et pour la petite info, vous savez pourquoi elle est rectangulaire en fait? Tout simplement pourquoi on a ce cadre blanc sous la photo? C'était pour la décoller, non? C'était pour enlever le truc? Non. Pour la secouer, pour la faire sécher. Ah, pour la toucher avec les doigts. Pour la faire sécher, non? Non. En fait, il y a les produits chimiques à l'intérieur. Et donc, quand la cassette sort, les produits chimiques passent entre les différentes couches. Et donc, voilà. Donc, en fait, si vous regardez bien, si vous avez une vieille photo qui traîne, vous la retournez, à l'intérieur, vous allez voir, on dirait qu'il y a 3 petits compartiments. Et donc, il y a Alors, je suis pas physicien chimiste, mais j'imagine qu'on a les 3 couleurs là-dedans. En tout cas, 3 produits, un pour activer chaque couleur. Le développeur, le fixateur. Et puis le dernier qui se termine en teur aussi. Oui, Victor nettoyeur. Il y a longtemps que je fais plus de photos, donc. Donc voilà, et donc ce que je disais surtout, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'appareils qui sont sortis, souvent des variations qui ne servaient concrètement à rien. Là, par exemple, j'ai 2 appareils qui sont strictement identiques. J'ai un Polaroid Supercolor 670 AF, et à côté, j'ai un Polaroid, c'est Autofocus 660. Ils ont le même design, la même couleur, ils sont équipés des 2 mêmes sonars. Ils sont absolument identiques, mais seulement, Polaroid, j'imagine, joue un petit peu sur les périodes et les différences. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre comme technique, mais en tout cas, ça me ravit moi en tant que collectionneur, parce que j'en découvre tous les jeux. Enfin, à chaque fois que j'en découvre en vide-grenier, c'est toujours des nouveaux, quoi. Voilà. Et pour l'anecdote, pour terminer, ils ont sorti 2 Polaroid assez rares. Alors c'est plus dans les années 90, mais ils ont sorti un Polaroid Barbie et un Polaroid Taz. G.I. Joe. Non, Taz. Donc il y a vraiment la forme de la tête de Taz. Et le Polaroid Barbie, donc il ressemble au Polaroid qu'on connaît, ce que je décrivais précédemment, sauf qu'il est tout rose et violet. Rose, bleu et vert. Et il était fourni avec des planches de stickers pour coller sur l'appareil, et ils ont même sorti du film Barbie où il y a des petites étoiles. Voilà. Moi j'avais trouvé une fois chez un photographe il y a 5-6 ans une boîte de film. Alors il était périmé et quasiment aucune photo n'a fonctionné, mais il y a des petites paillettes et tout ça. Enfin voilà, c'est absolument magique. Bon alors Imraj, hormis le Polaroid, qu'est-ce que tu veux nous aborder au niveau photographie des 80s? Alors très rapidement, hein, on a une invention géniale dans les années 80, c'est le prêt à photographier. Le prêt à photographier, autrement dit, ce qu'on appelait tous l'appareil jetable, hein, qui était pas si jetable que ça finalement. Enfin, en tout cas, il finissait dans la poubelle du labo photo, mais pas de la nôtre. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une grosse erreur marketing, je pense, au début, parce que visiblement, vraiment, on appelait ça des appareils photo jetables, ce qui est pas très positif pour une marque. Et donc, ils ont essayé d'imposer après le prêt à photographier, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà. J'imagine que vous dites aussi, vous, jetable. Ah oui, on parle de jetable. Et d'ailleurs, ma femme est instite et elle avait des enfants il y a 2-3 ans qui partaient en classe de neige. Toujours et puis quand ils sont rentrés, il y avait un gamin, on lui avait donné son appareil photo jetable et puis quand il avait fini ses photos, il avait jeté. Mais on en trouve et toujours puis il attendait les photos maintenant. on en trouve toujours dans les supermarchés, hein, enfin même chez les photographes. Tu peux les faire développer maintenant, ouais, c'est. Oui. Ah bah oui, toujours oui. Bah les pellicules en 35
donc ce qui est à l'intérieur de la plupart des appareils argentiques, on va dire modernes, et justement les jetables, on trouve encore. Quand c'est le type de pellicule 120 qui est un petit peu plus ancien et moins répandu, là c'est plus difficile. Mais ça, il n'y a pas de souci pour faire développer. Ouais. Non. Et donc ça, c'est vraiment un pur produit des années 80. Alors moi, je le savais pas, je l'ai appris sur les révisions, mais en fait, c'est arrivé dans les années 80 pour des raisons techniques, parce qu'en fait, jusque-là, les films n'étaient pas adaptés, étaient beaucoup trop sensibles, si vous voulez, pour être utilisés sur des appareils qui sont quand même de conception assez sommaire. C'est-à-dire que le diaphragme, c'est un trou sur une plaque, hein, l'objectif, c'est une lentille en plastique. Enfin, c'était vraiment des appareils dégueulasses. Et donc, les films étaient trop sensibles avant les années 80 pour permettre ce genre de choses-là. Et les premiers appareils, les premiers prêts à photographier qui sont sortis n'avaient pas de flash. Et donc, assez rapidement, on s'est aperçu qu'on pouvait pas faire de photos en intérieur parce que c'était du film en 200 ISO, pas très sensible à la lumière. Et donc, ils ont quand même rajouté des flashs un petit peu plus tard dans le milieu des années 80. Voilà. Et puis, on a eu aussi des étanches, ce qui était assez sympa. Pour mettre avec son baladeur. J'allais y venir. Les jetables sport. Ouais. Non, mais ça, j'en ai eu des jetables aquatiques parce que on allait souvent à la rivière, voilà. Et franchement, ça marchait bien, quoi. Ça marchait vraiment bien, ces trucs. C'était rigolo. On voyait pas beaucoup, fallait vraiment... ce qu'on prenait en photo, il fallait vraiment se mettre devant, parce qu'il y avait un petit flash, mais c'était quand même pas un projecteur. Mais c'était quand même sympa, quoi. Donc voilà. Et pour finir sur les autres appareils, alors bon, il y en a des dizaines de milliers, de millions, mais il y a quand même un petit type d'appareil qui m'a beaucoup marqué dans les années 80, et je pense que vous aussi, et tout le monde en a eu, c'est les appareils photo publicitaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait des espèces de compacts horribles, donc c'était vraiment le concept des jetables. Hein. Ça devait coûter honnêtement 3-4 francs à fabriquer, et donc voilà, t'achetais un abonnement dans une librairie, on te filait ton appareil jetable, t'allais au McDo, effectivement, on te filait ton appareil jetable, tu t'abonnais au Club d'eau, t'avais ton appareil photo, c'était terrible. Hein. Et ces appareils-là, pareil, on en trouve toujours dans des caisses à jouets en vide-grenier. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un truc typique des années 80. Moi, je me souviens pas de ça, je t'avoue. Les appareils publicitaires, sans déconner. C'était de très très mauvaise qualité. Moi, j'en avais un McDo et on a flingué une pellicule dedans et puis on l'a jamais utilisé après. Ah oui, il y avait il y a des. On avait un sur 10 qui devait commencer. Ouais, c'était pourri, quoi. C'est horrible. McDo ouvert chez moi. France Loisirs. Je crois que c'était un France Loisirs que j'avais. J'avais pas de France Loisirs. C'est celui que j'avais, ouais. Le France Loisirs. Ah ben tout le monde l'a eu. De toute façon, tout le monde est passé chez France Loisirs à un moment ou un autre. Tout le monde a galéré pour en partir, d'ailleurs. un dernier petit appareil, le Kodak Ektra 250. Je sais pas si vous connaissez le nom, mais vous connaissez forcément le design aussi. Si. C'était les appareils tout plats. Ça, pour le coup, oui, avec une espèce de truc plastique que tu ouvrais et que tu refermais pour protéger l'objectif et le flash. Tout à fait. Ça, je m'en souviens très bien. Qui avait souvent, il y avait peut-être des versions luxe avec une petite boîte dans laquelle tu le remplis en plastique. Ouais. C'était marrant. C'était des appareils sympas, ça aussi. De James Bond, ça, ouais. Ouais, ça rappelle un petit peu la Spycam, quoi. C'est assez rigolo. Et ça, c'est vraiment aussi un appareil typique des années 80. Eh ben, écoute, Imraj, on va faire un truc tout simple. On va s'écouter la pub du Kodak Ektra. Rien que le nom m'amuse. Allez, Ektra. Ouais, c'est ça. Bah alors, Philippe, t'es déjà là? Eh oui. C'est pour l'appareil Kodak Ektra. L'appareil Kodak Ektra? Ah, c'est celui qui a une poignée. Ah oui, une poignée, pour l'avoir bien en main. Tiens, essaie-le. Dis donc, t'as vu? J'ai bien fait de me lever tôt. Courez chez votre photographe avec votre vieil appareil photo, même hors d'usage, peu importe la marque. Il vous fera 15 à 60 francs de réduction sur tous les appareils Kodak Ektra. En effet, le must de la technologie des années 80 dans une pub. Bon, alors sinon, messieurs, vos souvenirs avec tous ces appareils photo un peu exotiques et atypiques. Alors moi, c'est marrant parce que en fait, c'est un souvenir assez récent. Mais tu parlais du Polaroid qui a plus ou moins disparu. Je pense pas qu'on puisse toujours acheter des cassettes, du coup, ou pas Eh bien si, figure-toi, je vais faire mon Pierre Bellemare. D'accord. On a... Alors c'est en Pologne, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, c'est dans l'Europe de l'Est. Il y a 11 anciens salariés de Polaroid qui travaillent dans une usine, qui ont racheté
l'emplacement, tout le matériel, qui ont réussi à négocier le brevet que Polaroid n'arrivait pas à revendre tellement ils en voulaient beaucoup d'argent. Et donc, ils ont réussi à racheter les brevets et donc ils se sont mis à reproduire du film. Alors, si je me trompe pas, ils ont quand même une capacité de production qui est bien inférieure à avant. Je crois qu'on était à 150 millions pendant les beaux jours par an et eux sont en mesure d'en produire à peu près 10 millions. Donc, c'est déjà énorme, non? Ce qui est déjà... alors, je sais pas au niveau des chiffres par rapport au marché. Ça correspond à 10 millions de photos ou 10 millions de cassettes. Donc voilà, mais toujours est-il que ça existe. Alors, pour faire simple, c'est un film déjà qui est un petit peu différent de ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 10 poses, il y en a que 8. Alors, c'est pas parce qu'ils font les radins, je pense que c'est pour des questions techniques, parce que voilà. Il faut savoir que ça reste un loisir qui est très, 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 très cher. Une cassette, ça coûte 20 €. Ah oui. Ah ouais, 2 € la pause, effectivement, c'est pas donné. Voilà. Et il y a honnêtement, enfin, moi j'ai acheté direct parce que bon, je pratique le Polaroid depuis un certain temps. On a vécu pendant plusieurs années sur les fins de stock parce que Polaroid a arrêté au début des années 2000 la production. Donc on a vécu sur les fins de stock et les films périmés, comme j'ai dit tout à l'heure avec le film Barbie. Et dès qu'il y a eu cette annonce-là de ces mecs-là, j'ai acheté du film au départ et je pense qu'en termes de photos ratées, au moins 8 sur 10 étaient, enfin 8 sur 10, enfin, en tout cas sur la quantité, 8 sur 10 étaient ratés quoi, au début. Enfin 6 sur 8 parce que c'est des pellicules de 8. Ici on va dire 6 sur 8 mais voilà. Ah ouais, 2 photos pour 20 €, effectivement c'est la première fois qu'ils ont ouvert les commandes, j'ai dû acheter pour 150 € de film et j'ai quasiment tout raté. C'était terrible parce qu'en fait le film est très sensible à la lumière. À l'époque quand on sortait un Polaroid, vous savez, on avait tendance à le poser sur une table à l'envers, vous savez, pour pas qu'il prenne le soleil et tout. Là la bonne pratique au début, parce que leur techno était pas vraiment au point, c'était vraiment qu'il fallait mettre la main au moment de l'expulsion de la photo, il fallait mettre la main devant pour la protéger du soleil et immédiatement le mettre sous le t-shirt. Ah, c'était au moment de l'apparition de l'image en fait. Voilà, c'était pas au c'était niveau vraiment extrêmement d'exposition quoi. Ouais. Et donc c'était marrant parce que les utilisateurs râlaient un petit peu parce que c'était pas vraiment très très au point, mais en même temps se donnaient des conseils en disant moi j'ai trouvé une technique pour que ça marche mieux. Alors j'ai collé, il y a des mecs qui collaient des bouts de carton juste au-dessus du trou où la photo sortait pour bloquer le soleil. Voilà, et donc c'était assez rigolo. Donc les gens se donnaient des techniques et tout ça. Et bon, voilà, aujourd'hui ça fait 3-4 ans, peut-être un petit peu plus, et les mecs sont quand même beaucoup plus au point. Alors le film, l'émulsion est beaucoup plus lente qu'à l'époque. Il faut 45 minutes. Ah oui. Ce qui est assez long. Ah ouais, c'est dans l'instantané. Ah oui, il n'y avait pas au côté, on secoue le truc et ça fait une image. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus long qu'à l'époque, hein, mais il faut savoir qu'ils sont vraiment toujours en recherche déjà d'expérimentation, parce qu'ils essayent de sortir des films avec des teintes un peu sépia, avec des couleurs différentes, etc. Et ils s'améliorent en permanence. Peut-être un jour on aura le retour des cassettes à 10 poses, je sais pas. Donc, voilà. Le plus grave, c'est que t'es quand même parti t'installer en Pologne juste pour ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, il faut bien que tu rentabilises. Hein. Bien sûr, mais d'ailleurs, si vous cherchez des cartouches à 18 €, hein, vous me téléphonez, vous m'envoyez un petit mail et je vous fournirai. Donc voilà. Et donc, pour les curieux, ça s'appelle. Donc à la base, leur projet s'appelait Impossible Project parce que c'était pour eux un projet impossible, sachant que Polaroid demandait vraiment des sommes astronomiques pour les brevets. Kodak s'était présenté pour les racheter, ils avaient rejeté les offres de Kodak, qui à l'époque pouvaient encore proposer un petit peu d'argent. Feu, paix à leur âme. Et bon, ces mecs-là se sont lancés dans ce projet-là, c'était vraiment impossible, ça a duré au moins 2 ans où ils essayaient il y a eu des pétitions, des trucs comme ça, etc. Et ils y sont arrivés, donc ils se sont appelés Impossible, puisque ce n'était plus un projet, et ils étaient attachés à ce mot-là. Donc voilà. Et Imraj, quid de l'évolution, du coup, de toutes ces technologies des années 80? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'au niveau du Kodak Extra, ce type d'appareil, donc le Polaroid, ça existe toujours par des Polonais, ok, mais... Alors déjà, c'est le film de type Polaroid, ça existe à travers eux. La marque Polaroid existe toujours, mais en fait, aujourd'hui, elle fait plutôt des... Alors, moi, j'ai des lunettes de soleil Polaroid.
J'ai un lecteur de DVD, moi, sur mon PC. Ouais. Donc, un téléphone portable Polaroid. Voilà, ils font des téléphones, ils font des écrans, ils font des appareils photo numériques, etc. Mais vraiment, à la base, il faut savoir quand même, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais à la base, je fais le rapprochement avec mes lunettes de soleil, mais ils font du verre polarisant. C'est-à-dire que c'est des verres qui, alors j'ai pas le détail, mais ça protège des UV ou je ne sais trop quoi. Enfin voilà, ils sont vraiment dans tout ce qui est optique, ils sont très bons là-dedans. Donc Polaroid, ça a persisté. Kodak, alors Kodak, ils ont pas eu beaucoup de chance, donc aujourd'hui ça n'existe plus, vous le savez. Et ils se sont foirés eux aussi sur le domaine de la photo instantanée. Donc ils avaient sorti des appareils, j'en ai un, c'est le Kodak EK4 et l'EK6. Qui étaient des appareils donc avec un format propriétaire. Et en fait, ils se sont fait bouffer suite à une bataille juridique de brevet avec Polaroid, donc ils ont arrêté. Et ils n'ont pas réussi à franchir le virage de la photographie numérique, donc forcément, ils ont disparu. Voilà. Mais j'étais attaché à Kodak parce que c'était le photographe de ma ville à l'époque, Saint-Africain Aveyron. Et la fameuse pub. Et Kodak, il me semble que ça existe encore, hein, la marque. Ah non. Il me semble bien. Kodak, je me demande si ça n'a pas été pas racheté par les employés aussi, mais il n'y a pas une histoire comme ça, qu'on relancé le truc, mais que maintenant ils font plus vraiment de photos, ils font d'autres choses. Non, Début 2014, la division photo de Kodak rachetée par JK Imaging. Voilà. D'accord. Ah ben je ne savais pas. Je ne savais pas, j'étais resté sur la fermeture. J'habite pas très loin de Châlons où il y avait une grande usine Kodak avant, donc pour ça. Alors, après tout ça, pour terminer, on va parler du médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Tu me fais rêver là. Je ne savais même pas que c'était un acronyme. Bien sûr. Et Noël Mamère va vous parler. On s'écoute ça. Sans transition, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, ou en tout cas qui va vous concerner très bientôt dans votre vie quotidienne. Je veux parler de l'informatique au quotidien. Pour le moment, on n'en est qu'à des expériences, car c'est une période de mutation, mais très bientôt, ça deviendra une banalité pour nos enfants, pour ceux qui sont là-bas derrière moi et qui jouent en ce moment avec des jeux d'éveil. Oui, ça sera qu'une banalité. L'opération a été lancée hier par le ministère des Télécommunications. Ça se passait Georges Leclerc, en Picardie et en Île-de-France, c'était l'annuaire électronique. C'est cela. Alors, l'annuaire électronique a déjà une histoire, c'est plus une expérience, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Quand vous voulez téléphoner, vous prenez un bottin. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre correspondant, vous cherchez dans le bottin. Eh bien, en Ille-et-Vilaine, depuis le début de l'année, au lieu de rechercher dans un bottin qu'on n'a pas toujours, vous voyez tous les bottins qu'il faut, on peut rechercher d'une façon différente avec ce que vous avez appelé, Noël, l'informatique au quotidien. Voilà la forme de cette informatique, c'est un Minitel qui vous permet de trouver des numéros de téléphone, des réclames, les fameuses pages jaunes du bottin, et de retrouver un certain nombre d'indications à partir soit du nom, soit de la localité et du nom, soit du prénom, enfin avec des renseignements incomplets. Vous vous branchez sur un ordinateur qui va vous donner des renseignements complets. C'est aujourd'hui installé en Ille-et-Vilaine, je crois qu'il y a 40 000 abonnés. Voilà, donc c'était l'annonce du lancement du projet Minitel. Quelle belle moustache. Il n'y a pas que la moustache, mais bon. Donc, écoutez, je vais me permettre de vous parler pendant une petite heure et quart, en toute décontraction, de ce fameux Minitel. Alors, ce Minitel, tout a commencé en 1978. Non, en fait, c'est le projet Minitel a été initié à la suite d'un rapport qui a été remis à Valéry Giscard d'Estaing au niveau de... Ah oui. Le lâche pas, tu le tiens. Franchement, tu le tiens. Bien, ouais. Ah non, franchement, tu le tiens. Non, mais je vous jure, j'imite très bien Valéry Giscard d'Estaing, mais je vous le ferai un autre jour. Ok. Le Minitel. On n'en doute pas. Donc, suite à la remise d'un rapport sur l'informatisation de la société, le projet Minitel va démarrer en 1978 et va avoir pour objectif de proposer, on va dire, l'accès à un réseau donc, qui s'appelle Vidéotex grâce à un terminal à bas coût. Parce que l'objectif, c'était de créer une sorte de... À bas coût. J'aime beaucoup le bas coût. Je crois que ça a ruiné beaucoup de familles, le bas coût. Pour l'époque. Oui. Non, j'étais sur la ville, Bakou, c'est pour ça. Oui, pareil, au début, j'ai pas compris tout de suite. Voilà. Donc, à coût modéré. Voilà. Donc, les inventeurs, en tous les cas, les initiateurs et ceux qui ont supervisé le projet, c'est Bernard Marty et Jean-Paul Maury. Il y a eu 2-3 années de tâtonnement avec notamment des tests au niveau de Saint-Malo, qui était une ville test pour le Minitel, qui a été créé donc pour, on va dire, alléger, à la base, c'était pour alléger le système des
des renseignements téléphoniques qui étaient saturés, et pour essayer un peu d'alléger, pareil, les envois d'annuaires et les choses comme ça. Donc le principe de base, c'était avant tout un annuaire sur lequel... Des envois de petites télé de chez tous les gens. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc après la période de test entre 1978 et 1980, il a été lancé, donc les premiers ont été distribués gratuitement, les tout premiers terminaux Minitel, et ensuite il a été lancé commercialement en 1982 par les PTT. Ouais. Voilà, comme on les appelait à l'époque, qui sont devenus après la Poste et France Télécom, mais à l'époque c'était une seule et même entité. C'était de la location à l'époque. Alors il y avait les deux. Il y avait la possibilité d'acheter le terminal, mais c'était assez cher, de l'ordre au bas mot de 6 à 700 francs. Et après c'était un système de location, donc là qui était aux environs entre 3 et 5 francs par mois. Mais qui au final, si tu gardais ton Minitel, mais j'y reviendrai après comme ma mère jusqu'en 2012, et que tu l'as eu dans les années 80, il t'a coûté cher ton Minitel. Bref, l'avantage de le louer, c'est qu'on te renouvelait ton terminal avec les différentes évolutions, enfin bref, mais j'y reviendrai ensuite. Donc du coup, comme je vous le disais, à la base, il y avait surtout un système d'annuaire qui s'appelait le 3611. Donc cet annuaire, alors je sais pas si vous avez utilisé ce 3611 à titre personnel, quelqu'un a utilisé ce 3611. Ce 3611 donc vous permettait de trouver le numéro de quelqu'un comme un annuaire. Et il faut savoir que les premiers temps, enfin même pendant une très longue période, ça a été gratuit pendant 3 minutes. Donc ce qu'il fallait faire, c'est vous démarriez votre Minitel, vous vous connectiez donc pour avoir 3611, et pendant 3 minutes, donc c'était gratuit. Malheureusement... Fallait bien se déconnecter. Voilà, et malheureusement, parce qu'il y avait une touche connexion sur le Minitel, et et à partir de 2007, c'est devenu payant dès la première minute. Voilà. 2007. Ah, les salauds. Ils ont tout compris. Hein. Donc, mais c'est quand même le service le plus utilisé sur le Minitel. Alors, à l'origine, il y avait... Officiellement. Non, mais ouais. Bon, ça y est, ça dérape. Donc, à l'origine, il y avait cet annuaire. Il y avait également des services de vente par correspondance type SNCF, type commande de billets de spectacle et autres. Et bien évidemment, je vois que Nico est un connaisseur. Nous avions les fameux sites de rencontres et les messageries roses. Voilà, donc on a eu du Sextel, du 3615 Aline et bien évidemment le fameux 3615 ULA. Certainement le UP1 du Minitel, quoi, parce que c'était quand même... Oui, non, mais alors, pour en revenir au 3615 ULA, en gros, le principe... C'est du chat, non ? Le principe, c'est que vous, en gros, alors je vais pas faire l'expert, hein, mais... Non, mais tu peux raconter tes expériences. Voilà, donc je vais me faire part. Prescription. Voilà, tout à fait. J'avais 8 ans. Non, donc en gros, vous vous connectiez sur vous rigolez, mais sur YouTube, il y a des gens qui proposent justement des vidéos qui vous décrivent un peu le système, le service 3615 ULA. En gros, vous vous connectiez sur le service, vous arriviez sur une liste de pseudos, donc assez sans équivoque, de personnes avec des attributs divers et variés, et des spécialisations, des choses, voilà. Vous choisissiez un peu avec qui vous vouliez vous entretenir ou avoir des conseils ou des choses comme ça. Et le but en fait de ces personnes, c'était de vous garder le plus longtemps possible en ligne pour que votre note de téléphone à la fin du mois atteigne des sommes astronomiques. Puisqu'il faut savoir, le principe du Minitel, c'est qu'il y a une partie qui était reversée donc au site, j'allais dire au site, mais au service. Au service, ouais. Voilà, et une partie pour France Télécom. Donc les deux étaient gagnants à hauteur à peu près de 70-30. En termes de répartition des frais. Et du coup, comme je vous disais, et on s'imaginait chatter avec une bombe sexuelle, et en fait, on parlait à Robert, quoi. Alors, c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que ça jouait beaucoup sur le côté fantasmagorique de l'échange qui se crée, mais voilà, c'était soit des hommes, soit... c'était vraiment... Soit des hommes. Moi, j'ai un excellent pote qui a fait ça. Alors, c'était plutôt dans les années 2000, mais il a bougé, je dirais pas son nom. Il a bougé à Marseille, et son premier boulot à Marseille, c'était ça. Il travaillait pour une boîte qui faisait ça, et donc il se faisait passer pour une femme, plusieurs femmes en même temps, parce qu'il chattait souvent avec plusieurs personnes. Voilà. Mais sachant que d'ailleurs Xavier Niel, le responsable de Free, il a fait fortune avec ça dans les années 80. Toute est partie là. Il y a eu des milliards de francs qui ont été générés avec ces sites de rencontres et ces messageries roses. Hein. D'ailleurs, pendant toutes les émissions, tous les fameux téléfilms sur M6, sur la 5 et des choses comme ça, systématiquement c'était 3615 ULA et ainsi de suite. Et je pense que c'est presque devenu une expression. Tu dis 3615,
tu penses forcément à ULA. Enfin, tu penses pas à autre chose. C'est. 3615 la 5 quand même. Je me souviens quand j'étais plus jeune, 3615 la 5. Ah non, moi le Minitel de la chaîne La 5, en fait, ils avaient les meilleurs jeux vidéo. Donc j'ai fini aux grandes dames de mes parents qui voyaient facture téléphonique arriver à la fin de la journée. J'ai fini Bruce Lee, qui était le jeu star de La 5. Et t'avais plein de jeux d'aventure, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, où tu devais faire des choix. Taper 1, taper 2, pour avancer dans l'histoire. Mais là, c'était que textuel. Mais ouais, il y avait des jeux sur le Minitel, c'était assez... D'ailleurs, on va s'écouter une petite pub pour le Minitel de 1986 qui présente un peu tous ces différents services. Allez, on s'écoute ça. Bonjour, c'est moi, le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Retrouver des amis d'enfance? C'est un jeu d'enfant avec l'annuaire électronique. Ça y est, il n'y a plus qu'à les inviter. Vous cherchez un western? Ce soir, dans le quartier? Laissez-moi faire. Ah! Dépêchez-vous! Le spectacle commence! Je peux même aller à la banque. Pour moi, elle est toujours ouverte. Oh, il y a des vacances dans l'air. Ne bougez pas, je m'occupe de tout. Destination, horaire, réservation, c'est parti! Vous savez, je peux en faire des choses pour vous. Faites-le en Minitel. Cette fameuse pub avec la voix de l'ours Cajoline en plus. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a eu à la base cet annuaire, il y a eu des 3615 divers et variés. Toute cette période Minitel a duré quand même jusqu'en 2012. Il faut savoir que même en 2000, il y avait quand même 9 millions de terminaux et 25 millions d'usagers. Et quand ça a été fermé, c'était encore vaguement rentable. Évidemment. Et du coup, il y avait même Yahoo et AltaVista qui étaient des moteurs de recherche, on va dire dans les premiers temps d'Internet, qui ont eu un service Minitel. Oui. Du coup, il y a eu aussi la période des émulateurs Minitel sur PC. Je sais pas si vous avez eu ça. Moi, je sais que sur mon PC, j'étais tout fier d'avoir avec mon modem un émulateur Minitel. T'avais le CD avec le modem. Au secours. C'était Holitech. C'était quand même fou les gens qui allaient sur... Pardon, excusez-moi. Les gens qui allaient... Parce que ça existait, des gens qui allaient sur le 3611 avec un émulateur Minitel. Alors qu'ils avaient des pages jaunes à côté, quoi. Mais non, mais c'est pas la même chose. Oui, non, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre. C'est les habitudes, en fait. C'est les habitudes. Mais t'avais, à l'époque de l'émulateur Minitel, ton PC, il allait pas très vite sur Internet non plus. Donc c'était une solution... c'était long, c'était quand même long, l'affichage des pages sur Minitel, quoi. C'est comme sur la fin de CPC, c'était quand t'avais l'écran de ton jeu qui se chargeait, c'était exactement pareil. Non, c'était pas forcément une idée idiote, en fait. Comme le système était beaucoup plus simple, il s'affichait quand même vraiment vite par rapport à une recherche sur les premières pages jaunes de France Télécom, à mon avis. Sur Internet, c'était pas terrible. Je sais pas, j'ai quand même souvenir d'avoir attendu souvent assez longtemps devant... Ah oui, t'attendais. Ouais. Et si tu connaissais par cœur, tu pouvais mettre des instructions en avance pendant que la page chargeait pour recharger la seconde. C'était chaud, si tu te gourais d'une lettre... fallait pas. Ouais, mais ouais. Est-ce que c'est marrant, ça garder en mémoire les instructions qu'on lui donnait, j'avais oublié ce détail. Donc du coup, il y a eu certains slogans sympas quand même. Ils ont lancé le Minitel 2 fin des années 80, début des années 90, où le slogan, c'était quand même « Quand la performance et la beauté s'allient à la simplicité ». Et ça, je dois le dire. Et quelqu'un sait ce que c'était la différence entre Minitel 1 et 2? Parce que moi, j'ai pas... Alors, différence entre Minitel 1 et Minitel 2. En gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, les premiers terminaux, donc le Minitel 1, ne permettaient pas notamment d'avoir d'affichage couleur. Et surtout, en termes de vitesse de chargement, ils étaient bien moins performants. Voilà. Et après, il y a eu deux types aussi de terminaux. Il y avait ceux qui avaient le clavier que tu ne pouvais pas, non rétractable. Et le clavier rétractable, où tu arrivais, tu poussais sur ton clavier, il sortait, et inversement pour le rentrer. Du coup, gain de place. Et également une sorte de poignée sur le dessus pour le transporter. Alors, moi j'en ai un comme ça, du coup j'ai réussi à en récupérer un comme ça au travail. Moi c'était pas le modèle que j'avais avec Enfin avant j'avais celui que mon père avait, c'était pas celui avec le clavier qui rentre sous l'écran. Et donc celui que j'ai récupéré là c'est celui-ci. Et franchement t'as l'impression que tu vas péter à chaque fois que tu le touches le clavier. C'est ça, le truc bouge de droite à gauche. C'est horrible. C'est ça. Il y avait une porte de Walkman, quoi. C'était pas Dutch Quality, tu vois. C'était quand même, Justement,
pour ce Minitel, je vais pas m'étendre trop, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était typiquement français, bien évidemment, mais il y avait quand même aux États-Unis, par exemple, des projets concurrents qui ont voulu se lancer, qui proposaient un affichage en couleur de très haute qualité, à la limite, ils nous promettaient de la qualité photographique. Mais les problèmes de lenteur du réseau de l'époque, il y avait certaines pages qui mettaient jusqu'à 6 minutes pour s'afficher. Je sais pas si vous imaginez. 6 minutes à 2 francs, voilà. 2 francs la minute. Quoi. Donc, c'est des projets qui ont été plus ou moins abandonnés. Franchement, c'est une belle réussite, technologiquement pour la France. Eh ben, moi, je dirais que non. Ah bah moi, je trouve, parce que... Moi, je suis opposé à ça parce que, en fait, ça a quand même pas mal retardé le développement d'Internet en France. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez bien parti. Franchement, France Télécom, c'était une... c'est une poule aux odeurs pour eux. J'ai lu en 2010, ça rapportait encore 200 000 euros par an en 2010. Non mais bien sûr, ce que je veux te dire, c'est que je vais prendre un exemple. Ma mère, qui est à un certain âge, a utilisé son Minitel uniquement pour l'annuaire inversé quand elle avait des coups de fil sur son téléphone. Elle voyait un numéro, elle savait pas qui c'était. Elle allait sur son Minitel et ça lui disait, c'est monsieur machin, savoir si elle connaît ou pas, et ainsi de suite. Elle a utilisé ça jusqu'à ce qu'on vienne lui dire, madame, il faut rendre le Minitel, c'est fini, il faut pas rester là. C'était en 2012. Mais elle n'aurait jamais utilisé un ordinateur avec Internet, puisque c'était bien trop compliqué pour elle. Complexe, Et du coup, elle était habituée à son Minitel depuis 15-20 ans, tu vois. Je dis pas le contraire, je dis juste que ça... France Freiner, Télécom, je suis pas sûr que ce soit le mot. Je suis d'accord, ça ils sont mis vraiment beaucoup. Comme tu disais, ils mettent un truc à disposition, il y a des mecs qui développent un service, et ce service-là, donc tu multiplies par 5, 6 000, je sais plus combien il y avait de numéros, numéros entre guillemets attribués, mais c'était en plusieurs milliers. Ah bah oui, il y a eu les 36, 13, 14, 15, voilà. 18. Chaque service rapportait de l'argent à France Télécom versus Internet où effectivement il y a un coût à la connexion, mais un site Internet ne rapporte rien à France Télécom quand il est consulté. Donc du coup ils ont vraiment eu une intention de faire perdurer ça le plus longtemps possible pour éviter Internet qui était entre guillemets gratuit. Ouais. Les deux politiques tu payais ton abonnement au début d'Internet, tu sais, tu payais pour avoir le droit de payer à la payer tes minute. Tu payais. Ça devait leur rapporter de l'argent aussi. Non, et puis en plus, j'ai l'impression que la France soit en retard particulièrement et était en retard à cause du Minitel. J'ai l'impression que les gens ont fait la transition pas plus lentement que d'autres. Je dis pas que c'était pas sympa. Moi, j'ai eu aussi ma période d'addiction au Minitel jusqu'à ce que je pense prenne une grosse claque dans la tronche par mon père, mais d'ailleurs je dis bonjour à tous les chatteurs du 3615 joystick. je passais mon temps là-dessus, quoi. Et voilà. Moi, je commandais des disquettes par un service qui s'appelait 3615.soft ou je sais plus quoi, et tu recevais les disquettes après chez toi. En fait, j'avais fait un stage dans une banque. Je squattais leur Minitel tous mes matins de stage et je commandais grâce au Minitel de la banque les disquettes qui arrivaient chez moi. Donc, je salue tous les salariés du Crédit Agricole, de la Châtre, enfin bref. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc en moyenne c'était quand même 60 francs de l'heure, donc soit 9 euros les 36-15, ce qui était quand même assez impressionnant. Et il y a eu une ultime évolution du Minitel qui a été justement visuellement comme un Minitel, mais pour de l'internet. Et je le sais parce que ayant travaillé dans une certaine chaîne de vente de produits multimédia, ça avait été lancé par France Télécom dans les années 2000, justement pour démocratiser un peu Internet, mais sous la forme justement pour que les gens aient encore leur repère, un peu visuellement comme le Minitel. Il n'y avait pas une espèce de joystick pour déplacer la souris ? C'était un peu ça, c'était ça. Je crois que j'ai le souvenir, Et c'était Alcatel qui devait faire ça, ou je sais plus qui, et ça fait un four, mais ça coûtait une fortune. Et ça a pas du tout pris parce que justement les gens utilisaient encore leur Minitel et ceux qui voulaient se servir d'un ordinateur avaient soit déjà basculé ou commençaient à basculer vers on achète un PC parce que c'est le nouveau truc à avoir. Ça va bien avec ce que je dis, c'était vraiment une intention de faire durer cette techno-là le plus longtemps possible. Tout du moins essayer de la faire évoluer pour garder les gens qui étaient sur Minitel et leur apprendre un peu ce que c'est un ordinateur, mais continuer à les faire payer. Je suis assez... gens qui n'auraient jamais touché un clavier si ça n'avait pas été un Minitel.
Ouais. Je suis persuadé. Bon, donc, les claviers Minitel, c'était rude quand même. Ah oui, c'était pourri. C'était une incitation à faire la faute de frappe. Ah, mais c'était horrible. Les toutes petites touches, là, c'était très rapproché. Horrible. Ah oui, et c'était, alors si je me souviens pas, c'était pas de l'AZERTY ni du QWERTY, je crois que c'était dans l'ordre des lettres alphabétiques, non? C'est ça. Horrible. Donc autant te dire que effectivement les gens pour transiter vers du PC c'était compliqué. Ouais. Quoique les modèles de Minitel 2 là j'ai une image sous les yeux, c'était de l'AZERTY. Ah d'accord. Voilà. Ouais, c'était de l'AZERTY. Mais ils avaient fait un prototype à un moment donné où on avait une qualité photo, enfin on pouvait afficher des vraies photos. Bah, ça devait être peut-être le projet USA là, le NAP LPS justement concurrent du Minitel peut-être, non? Je sais pas. Mais en fait c'était un affichage en noir et blanc, donc je pense qu'il y avait vraiment des problèmes de débit, mais du coup ils étaient capables d'afficher des photos. Alors c'était pas de l'écran Retina, mais c'était encore assez moche. C'était une évolution potentielle du truc, mais je pense qu'ils se sont vite mangés les débits pourris dans la figure, quoi. Ah bah oui, il y a quand même de fortes chances. Il y a eu des modèles à carte à puce pour faire des paiements en ligne, ouais. Genre de choses. Apple Pay. Non, mais ils ont essayé, hein, ils ont tenté. Mais je dis pas, moi j'ai un côté contre le fait que, enfin voilà, ils l'ont fait durer trop longtemps et tout. Mais je suis quand même attaché à l'objet. Encore aujourd'hui, je le trouve assez joli. Enfin c'est du folklore. Hein. Ça fait partie de la technologie française. Voilà. Et sachant qu'il y a, j'ai retrouvé aussi un journal de 1er avril de d'FR3 à l'époque, qui avait fait croire que des ingénieurs avaient modifié un Minitel 2 pour donner accès donc à un écran comme une télé. Alors la télé plus le Minitel. Ça, c'était un rêve qu'on avait, ouais. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que si vous revisionnez cette pub, en gros, c'est Henri Sagnier, donc voilà, bien connu présentateur de France Télévisions, qui disait, alors écoutez, vous pourrez revisionner les émissions d'FR3 quand vous le désirez. Et en fait, c'était la VOD, quoi. Et c'était en 1986. Donc c'était visionnaire, en fait. C'était marrant. Si vous cherchez, parce que j'ai fait ça il y a pas très très longtemps, parce que voilà, j'ai récupéré ce Minitel là au boulot. Je voulais le modder, en fait, essayer de remplacer l'écran pour mettre un petit écran et genre le brancher à une console ou un truc comme ça. Enfin voilà, je voulais m'amuser avec. Et j'ai regardé, il y a effectivement des mecs qui ont fait des petits modes sur Minitel où on peut afficher de la télé en noir et blanc, vraiment. Enfin en tout cas un flux vidéo. Et ouais, il y en a qui ont foutu des Game Boy à l'intérieur, enfin des trucs complètement, enfin voilà, des cadres photo numériques. Alors, on peut en faire des trucs. Un aquarium de poissons rouges. Ah mais je suis sûr que si tu cherches, tu le trouves. C'est délirant comme objet. Ouais, non mais technologiquement, on ne pouvait pas ne pas parler du Minitel. Et enfin, toi, Spades, au niveau du Minitel, t'as beaucoup utilisé aussi ou... Très peu. Disons que la personne qui m'a introduit au Minitel, c'était donc un de mes meilleurs amis qui a voulu découvrir une soluce pour un jeu vidéo. Je suis incapable de me rappeler du nom du jeu. Résultat des courses, une facture d'à peu près 1300 francs. Une baffe monumentale par son père sous mes yeux, quoi. Donc j'ai eu un peu peur de l'appareil, mais le plus drôle c'est que quelques années après, donc cette même personne m'a introduit à Internet avec les fameux CD-AOL 1 heure gratuite, facture de 6000 francs. Ah oui. Ah ouais. Encore pire, encore pire. Mais ça, c'est terrible, hein, parce que je pense qu'à peu près tous mes potes, enfin en tout cas toutes mes connaissances qui ont eu un Minitel ont fait le coup de la facture immense aux parents, quoi. Enfin, ah oui. À tel point que c'est difficile à croire. Enfin, tu sais, ce serait presque une légende urbaine que les parents se transmettent pour effrayer les enfants, tu vois. Enfin, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu le Minitel et qui s'est farci une facture comme ça, quoi. Ouais, c'est grave, 6000 francs, mais 6000 francs à l'époque, c'était énorme. Ah oui, un salaire. Ah ouais. C'est à peu près ça. Ouais. C'est pas là que l'état JV a commencé aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Ouais, parce que je me souviens que j'avais cherché des solutions aussi, mais. Resident Evil 1, j'avais fait ça. C'est ça, c'était les trucs et astuces de jeux vidéo. Ouais. Ah bon, on avait fini le jeu, hein, par contre. J'espère bien. la console a pas été supprimée. Non, il l'a eu encore après. En même temps, le temps qu'il passe sur la console, il le passe pas sur le Minitel, quoi. Et avec l'électricité à payer, donc c'est moins cher. Bah oui. C'est vrai qu'on parle de ces prix-là, quoi. Ça a l'air d'être dur à croire, mais pourtant. Ça fait peur, oui. Ouais.
Imagine, ramène ça aujourd'hui, quoi. Tu vas sur pageone.fr, tu cherches, je sais pas, un dentiste et le lendemain, la fin du mois, tu reçois une facture de 15 € parce que t'as cherché une adresse, quoi. C'était fou. Mais si tu vas par là, ça va continuer avec les histoires de facturation sur les téléphones portables, avec l'histoire de la première minute indivisible et tout, c'était un scandale. Les fax à 10 secondes, aussi, boum. Les fax, moi je me souviens que j'ai fait des belles factures de fax aussi à mon père à une période, quoi. Quand c'était pas le Minitel, c'était le fax. Enfin bref, donc pour finir sur ce Minitel, je vous propose de s'écouter un petit florilège de diverses pubs sur des services Minitel qui ont existé, les plus célèbres. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. J'appuie sur envoi. Voilà. Oh, viens voir cette petite annonce. Exactement celle que j'avais lorsqu'on s'est rencontrés. Une dauphine bleue, intérieur rouge. Avec le volant sport? Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. Hello, je m'appelle Michel Georges Prénoncourt. Mais mon pseudo, c'est Takata. Game, c'est ma folie. 25 jeux différents. Du hasard, de l'intelligence, de la rapidité. Je vais tous les battre. Et en avant, Takata. Michel Georges, à table. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Retrouvez votre téléfilm avec Ula par Minitel. En effet, le 3615 Soleil, grosse affection pour Madame Soleil qui vous dit l'amour, l'argent, enfin tout ça. Voilà, c'est à son âme. De qualité à Madame Soleil, qui était dans le club Dorothée, je le rappelle. Oui. Enfin bref. Quelle grande dame. Voilà, écoutez, messieurs, technologiquement, je pense que nous voilà au point. On est au top. Sur les fondamentaux. Il me reste donc à vous dire merci à tous. Et puis, chers auditeurs, on vous laisse nous donner vos impressions sur ce numéro et puis vos retours et les objets qu'on aurait pu oublier et qu'on pourra aborder sur notre service Minitel of course. 3615 code qui n'en veut. Et pour clôturer cette émission, on va se quitter sur la chanson emblématique de la technologie des années 80. Allez, ciao à tous. Salut. Ciao, à bientôt, ciao. Bye. Ciao. D'abord j'hésite, je n'ose pas, puis je l'effleure de mes doigts, et tout de suite il réagit, que ça va vite, je rougis. Moi qui ai un petit problème de langage, avec des gestes je suis beaucoup moins sage. Je suis timide, mais je crois que j'ai fait une touche, je me décide, et mon message le touche. Oui, j'ose, hey, j'ose, et maintenant je vois la vie en rose. Mini, 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 timidité, c'est pas criminel. Mini, péché. Ça se précise, il a du cran, mots en chemise sur l'écran. Pudeur de femme, tu en prends un coup, je n'ai presque plus peur du loup. Moi qui ai un petit problème de contact, au début j'étais autodidacte, mais je progresse à la vitesse d'un train, mais je pianote déjà avec une main. Oui, j'ose, hey, j'ose, et maintenant je vois la vie en rose. Mini, tel, timidité, c'est pas criminel. Mini, péché. Je l'imagine très baraqué, ou dans un jean bien moulé. Ce qui m'étonne avec ce jeu, c'est que je change d'homme quand je veux. Moi qui avais comme un petit problème, maintenant je me suis fait un harem. Je suis plus timide, je suis de plus en plus femme. Je suis plus timide, mais je suis polygame. Oui, j'ose, hey, j'ose, et maintenant je vois la vie en rose. Mini, tel, timidité, c'est pas criminel. Mini, péché. Mini, tel, timidité, c'est pas criminel.
Je me demande si un Instax Mini, c'est pas dans les 120 € à peu près, ce qui est quand même assez important. La base virale. Oui. Pardon. Alors, qui c'est C'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi. C'est énorme. On a un cinquième intervenant. C'est magnifique. J'allais dire, mais c'est Charlotte. Et Mikado qui attend notre SMS pour aller se coucher. Qui va l'avoir à 3h du matin. Ouais, tu sais, c'est comme maman quand elle est inquiète. Ah oui, Il va nous appeler. On va l'avoir, la sonnerie du téléphone. Ah tiens. Et honnêtement, on a un appel. Vous auriez vu ma tête, parce que juste avant qu'elle se mette à parler, il y a la pop-up qui est apparue, et là j'ai fait merde.